Voilà, on va juste prendre le temps. Ma collègue et moi-même allons venir prendre vos questions. Vous allez avoir le micro. Prêtons-nous quand même à un exercice d'apaisement. Vous aurez tous le besoin de dire ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Pour dire, ça y est, on est plus sobre, on fait moins 30% sur le trafic aérien. Malheureusement, le projet, il ne va rien changer à ça, et les énergies non plus. Ça, c'est ce que vous avez dit, M. Pékin, si je ne me trompe pas. Le rôle individuel et social, de comment est-ce qu'on consomme de l'avion. Je rappelle juste un chiffre, 20% de l'aviation, c'est du fret aussi, hein, donc c'est nos consommations alimentaires. Le projet ne va pas décréter si on consomme plus ou moins d'aviation. Vous l'avez, votre réponse. Nous, le sujet, attendez, vous me posez une question, laissez-moi finir s'il vous plaît. Le projet, il est là pour faire en sorte de commencer à décarboner un bout de l'aviation. Ça suffira jamais, c'est clair. Mais les pourcentages dont on parle, moins il y a d'avions, plus c'est significatif. Donc en fait, c'est pour ça que c'est tout ça en même temps. Et c'est ce que dit le GIEC. Donc nous, on n'a pas de position sur ce secteur-là. On est là pour adresser l'un des leviers de solution. Alors moi, je voulais, quand je suis venu à Lac, je m'étais étonné que vous n'ayez jamais annoncé le nombre d'hectares que vous comptez couper. Donc nous, on s'était livré à des calculs, on a transformé les tonnes de bois humide que vous comptez prendre, on les a transformées en mètres cubes, en suivant scrupuleusement vos préconisations, avec une densité de 0,8, 800 kg pour un mètre cube. Et ensuite, on a transformé les mètres cubes en hectares avec une moyenne de 160 mètres cubes à l'hectare d'après l'hygiène. Donc on est arrivé les 5 premières années à avoir au bas mot, la fourchette basse, 14 000 hectares coupés. Et ça nous semble démentiel. Parce que ces hectares coupés, ils vont mettre des décennies à remonter. Voilà. Et en plus, sur la biomasse secondaire, nous considérons que quand vous allez commencer à collecter les palettes, etc., ce sont des choses, ce sont les sciures et compagnie, ce sont des objets, des matériaux qui ont déjà des filières. Vous allez mettre un chaos dans ces filières, vous allez faire augmenter le prix de ces déchets, vous allez faire fermer d'autres filières qui existent, et puis surtout vous allez avoir une flotte de camions qui tous les jours vont partir chercher des palettes un peu partout, que vous allez trouver bien cher et peu rentable assez rapidement, et je pense que vous allez revenir à vos fondamentaux qui va être couper encore davantage de forêts. Et ensuite, pour la biomasse agricole, vous allez couper des haies, même si vous ne les rasez pas, vous allez les couper, vous allez les couper tout le temps, et vous allez utiliser des matières qui sont sans doute des matières qui sont alimentaires, et dont nous nous inquiétons sur ce développement. Voilà. Et puis ensuite, moi je voulais parler aussi de l'eau. J'ai vu dans vos documents, il y a un graphique sur l'utilisation de l'eau dans le bassin de Lac en 2021. Et j'ai vu que les eaux destinées aux industries, c'était 11 millions, et vous, avec 7 millions, vous allez augmenter la consommation du bassin de Lac de plus de 67%. Au moment où l'agence de l'eau essaye de faire 37 millions de mètres cubes de moins, de la garantir. Donc je pense que vous avez des dommages collatéraux extrêmement importants. Et donc pour produire 1% du kérosène, ça me semble inutile. Et moi je pense qu'on a raison de sortir un carton rouge à votre bouche. Merci monsieur. J'entends un avis sur le projet. On n'est pas surpris, hein. On n'est pas arrivé naïf. On connaît les avis sur l'opportunité du projet. Néanmoins, on souhaitait quand même, et tu me compléteras si besoin, revenir sur 2-3 éléments. Parce que depuis qu'on s'est vu, il y a 2-3 sujets qui ont évolué. Je vais commencer par l'eau.
Je sais que le passé ne présage pas le futur, néanmoins je tenais quand même à rappeler, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des consommateurs industriels sur le bassin de Lac, puisque vous faites référence aux consommations, qui prélevaient 12 fois ce que l'on entend consommer. Premier point. Deuxième point, on a fait attention avant de le dire. Quand on a sorti les chiffres en concertation, c'est parce qu'on a travaillé un petit peu la copie. Certainement pas assez, je veux bien vous l'accorder. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas encore tout à fait dans les étapes suivantes. Au point le plus bas, l'été, qu'à l'étiage, pour les experts, la consommation du projet, c'est de l'ordre de 1% du gaz de peau. Je sais pas, je rappelle juste un chiffre. Voilà. Au moment où il y a le moins d'eau, c'est à peu près 1%. Et donc nous, notre approche là-dessus, c'est de faire en sorte que ce soit le moins possible à cette période-là, particulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui a été fléché et validé avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne, pour faire en sorte que nos prélèvements dans l'absolu soient les plus faibles, et nos consommations d'ailleurs plutôt que nos prélèvements, et soient les plus faibles possibles en été, parce que c'est là principalement le sujet. Donc on travaille dessus. Aujourd'hui, la version du projet Eco qu'on est en train de travailler, on est déjà de l'ordre de 15% d'économie, en tout cas de réduction de nos besoins en eau. Donc on avance sur ce sujet-là. On a entendu ces sujets-là, bien sûr qu'on est concerné. S'il n'y a pas d'eau, l'usine ne tourne pas. Et si on n'est pas capable de prouver qu'il y aura de l'eau, il n'y aura pas d'usine, puisque personne ne va nous prêter l'argent. Voilà, c'est ça la réalité. Donc cette preuve-là, de toute façon, on devra la faire. C'est mieux comme ça, je crois. Faut être clair. Voilà, je te mets carton rouge. Sur la biomasse, s'il vous plaît, monsieur. Sur la biomasse. Plusieurs sujets. Attendez, je viens de répondre à monsieur, enfin, c'est pas vraiment une réponse, il n'y a pas vraiment de question, mais sur le projet. On était, j'allais dire, dès le début du projet, conscient que de faire ce type de projet, 300 000 tonnes sèches de consommation en biomasse forestière, non pas qu'il y ait de problème de disponibilité, mais ça posait pas mal de questions de collecte, de façon durable, d'acceptation, de structuration de filière. Et donc, comme la technologie nous le permet, on pourrait revenir s'il y a des questions, on a fait tout de suite l'analyse de se dire il faut aller chercher ce pourquoi la technologie est faite, c'est-à-dire toutes les autres catégories de biomasse qui aujourd'hui sont soit pas mobilisées, parce qu'en fait, il n'y a pas de clients qui sont capables de la consommer. Je vais prendre l'exemple des vignes. Aujourd'hui, nos BE nous disent que le gisement, c'est environ 60 000 tonnes de vignes par an. C'est validé par les contre-expertises missionnées par la CNDP, donc c'est pas une invention. Pourquoi ça ne sort pas? Parce que dans les usages actuels, techniquement, économiquement, c'est compliqué et vous n'avez pas suffisamment de clients, entre guillemets, pour que cette filière-là se structure. Et c'est pas compliqué en soi, mais nous, c'est à ça qu'on veut pouvoir contribuer, parce qu'on a encore le temps. Il faut s'y mettre maintenant, il faut donner de la visibilité, donner de la visibilité aux entreprises, pour qu'elles puissent mettre en place des circuits de collecte, de manière durable. Alors, oui, il y aura des camions, il y aura aussi du train, pour finir de vous répondre. On vise au moins 30% de nos approvisionnements en train. C'est pour ça qu'on a choisi un site en branché fer. C'est pas courant, donc c'est vraiment un critère de choix. Et c'est aussi pour ça qu'on pousse cette diversification. Donc voilà, c'est ça l'ambition du projet. Mais on est bien conscient de l'effort à faire dans toutes ces filières, soit pour les renforcer, soit pour les structurer. Ça, on est bien d'accord. Je voudrais simplement comprendre pourquoi sur les 6 projets que vous menez actuellement, qui ont le même argument, c'est le seul projet en France et en Espagne qui utilise la biomasse. Merci pour la question. Donc sur les projets que l'on porte chez Elise, on a un portefeuille France et Espagne, vous avez tout à fait raison. On a majoritairement des projets de méthanol, d'électrométhanol. Donc l'électrométhanol, c'est du CO2 plus de l'hydrogène. Effectivement, on n'a pas besoin de biomasse dans le procédé. C'est la recette de cuisine ne nécessite pas de biomasse. Sur le kérosène, aujourd'hui, c'est le seul projet avancé que l'on pousse. Il y a d'autres voies technologiques pour faire du kérosène qui n'ont pas toutes le même niveau de maturité, qui sont encore plus électro-intensifs, donc qui n'ont pas le même classement, entre guillemets, d'impact, etc., etc. Et là, j'en remets la temporalité, c'est-à-dire que le projet Eco et sa brique de kérosène, il date pas d'hier. Il a démarré en 2010 avec un démonstrateur industriel qui a fait la preuve de la robustesse technologique. En 2022, on a monté une société avec les fournisseurs de la licence qui sont à bord de la société. Donc, comme je disais avec un petit peu d'humour tout à l'heure, moi je sais pas, mais si je construis une voiture et que j'ai pas confiance dans la voiture, je monte pas dedans. Là aujourd'hui, ceux qui ont construit la voiture, ils sont dedans.
Et le projet, on le développe depuis 2022. Donc c'est ce que j'expliquais, pour faire une première usine, sans regret, sans attendre des années et des années et des années que tout ça, entre guillemets, passe et qu'on loupe le coche, aujourd'hui c'est une première option sur laquelle on pense qu'il est important de s'appuyer pour contribuer à notre industrialisation, à notre souveraineté énergétique et à notre décarbonation. Et on pense qu'on peut le faire en France. La puissance de la centrale nucléaire de Golfech, quand elle fonctionne, et c'est supérieur à si on l'utilise pendant toute l'année, c'est supérieur à la consommation d'énergie du département 64. Ce qui veut dire que si ECO existe un jour, se met en place, la consommation du département du Canada-Atlantique va être multipliée par 2. Comme vous le savez, l'électricité en France est produite aux 3/4 par des centrales nucléaires. L'uranium 235 est importé essentiellement du Canada et du Kazakhstan. L'uranium 238 enrichi à 30% via la Fédération de Russie. Comment, dans votre brochure, pouvez-vous parler d'indépendance, de souveraineté énergétique? Ensuite, c'est 520 MW sur une année. Ça correspond à une consommation énergétique de 16, je multiplie 10, puissance 9 mégajoules. Si on fait la somme des carburants que vous allez produire sur une même année, on arrive à 8,7, je multiplie 10, exposant 9 mégajoules. Autrement dit, votre usine à gaz va consommer 1,2 fois plus d'énergie qu'il ne pourra en restituer. Et ceci uniquement par rapport à l'électrolyse de l'eau. Si on compte en même temps tout ce qui est transport de la biomasse, la torréfaction, le broyage, etc., on arrive probablement à un coefficient de 2. C'est-à-dire 2 watts consommés, 1 watt rendu. Alors, dans ce contexte, comment pouvez-vous parler de sobriété? J'ai une dernière question technique par rapport à l'énergie. Il y a de nombreux projets qui sont à l'étude pour la production d'hydrogène par électrolyse, que ce soit pour des, entre guillemets, carburants d'aviation durable, ou directement pour produire de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique. Je crois qu'il y a à peu près actuellement en France une 50aine de projets comme ça. Alors, puisque 3/4 de l'énergie est d'origine nucléaire, une centrale, sachant qu'une centrale, elle produit, au moment de la fission, elle rend à peu près 1/3 d'énergie, et les 2/3, ça part sous forme de chaleur. C'est pour ça qu'il faut absolument refroidir une centrale nucléaire, sinon ça devient une bombe atomique. Lors des canicules des années passées, les centrales nucléaires, un certain nombre de centrales nucléaires ont dû être mises à l'arrêt, parce qu'elles ne pouvaient plus refroidir. Donc, dans le contexte du changement climatique, comment comptez-vous fournir l'électricité nécessaire pour votre complexe industriel et pour les autres projets du même ordre? Merci monsieur, je vais tâcher de répondre aux différents tiroirs, vous reprenez si j'en oublie. Donc sur la puissance de l'électrolyse, qui était votre première question, avec quelque part une notion sur les rendements. Plusieurs, c'est pas vraiment une réponse, du coup c'est plutôt des compléments. Donc vous avez raison, la puissance électrique dont on parle pour le projet, c'est 520 MW. Alors pourquoi ces puissances-là? Et d'ailleurs vous les soulignez très justement, parce que ces projets de molécules bas carbone, ils sont essentiellement électriques. C'est vrai.
Et pourquoi ça demande beaucoup de puissance? Parce qu'en fait, on essaye de faire ce que la nature a mis des millénaires pour faire du pétrole. Couper des couches, ça fait du pétrole, magnifique, ça prend des millénaires. Il faut le faire en quelques minutes, donc ça demande beaucoup d'énergie. Ça, c'est la physique qui nous le dit. Ne questionnez pas beaucoup plus, je n'irai pas plus loin. Ce que la physique nous dit aussi, et c'est ce que nous avons montré aux premières étapes du projet avant de vous le présenter au grand public, c'est que l'utilisation de l'hydrogène combiné à la biomasse, dans le cas du kérosène, justement permet de multiplier les rendements par 2. C'est-à-dire qu'avec la même quantité de biomasse, on fait 2 fois plus de produits. Prenez au sens que vous voulez. Et c'est en ça que c'est une première brique extrêmement efficace, comme je soulignais tout à l'heure. Je m'hasarderai de commenter les chiffres, pardonnez-moi, mais les puissances, etc., alors c'est un petit peu compliqué. Mais oui, tous les dispositifs, je suis certain que vous êtes tenus, au moins pour une partie, avec des véhicules avec un moteur. Un rendement de moteur, c'est 30%. Donc c'est moins que ce que vous citez. Aujourd'hui, l'usine, on est, je dis ça de mémoire, c'est un petit peu loin, mais de l'ordre de plus de 40% de rendement énergétique. Donc oui, on ne fait pas de magie, ou non, plutôt on ne fait pas de magie, c'est une réalité, ça demande beaucoup d'électricité, c'est une réalité. Le sujet de souveraineté énergétique dont on parle, en fait, c'est une question de où on se positionne dans la chaîne de valeur. On peut se dire, je m'en fiche, je me mets à la fin, de toute façon, quelqu'un le fera bien au fin fond de la Chine, et moi j'apporterai une molécule liquide, très bien, ce qu'on fait avec le pétrole et l'éthanol d'ailleurs, fossile, depuis des années. On peut dire, j'essaye de remonter là où, chez moi, je pense pouvoir faire au moins aussi bien qu'ailleurs et en maîtrisant ce que je fais. C'est sûr que ce ne sera pas parfait. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat des impacts induits sur le nucléaire, c'est un débat de société sur comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'électricité pour convertir la plupart de nos usages, du chauffage à la mobilité en passant par l'industrie lourde, et ça c'est un débat qui me dépasse clairement. Je reviens juste sur le dernier point du mix énergétique. Vous avez cité ce qu'on appelle le mix, c'est-à-dire combien il y a de NR, combien de nucléaire dans le réseau français. C'est à peu près la photo à aujourd'hui, vous avez raison. Nos molécules, on a un enjeu pour nos clients à augmenter la part de renouvelables. Donc on va être, de manière indirecte, promoteur, entre guillemets, des énergies renouvelables sur le réseau, de la même manière, probablement que certains d'entre vous, quand vous souscrivez une offre électricité verte ou ce genre de choses. Donc, voilà, la quote-part pourra changer. Après, évidemment, il faudra de l'électricité pour convertir nos usages. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez à propos du transport ferroviaire et vous inviter à nous donner plus d'indications sur le bilan carbone final de l'opération et son réalisme au regard des consommations de bois que vous envisagez. Alors moi je ne vais pas rentrer dans des chiffres, mais quand j'entends qu'on est à plus de 10 000 hectares par an, et si on fait le bilan, dans quelques années, la forêt landaise n'existe plus. Or, actuellement, la filière bois landaise n'est pas dans le meilleur état, landaise et girondine. Et par ailleurs, la plupart des grands industriels de la forêt landaise ne font quasiment plus appel au fret ferroviaire. Tout simplement parce que le fret ferroviaire n'est pas adapté et ne sait pas s'adapter à la production industrielle et à ses logiques. Donc, comment comptez-vous faire pour remuer la SNCF, d'une part, à moins que vous n'ayez l'idée d'aller chercher le bois très loin, parce que la SNCF est tout à fait prête à aller vous le chercher en Pologne, en Sibérie, en Afrique, etc. Donc, est-ce que vous comptez ne couper que la forêt landaise, ou est-ce que vous comptez aller couper aussi les forêts du Nord et du Sud? C'est notre collègue Redmond qui est l'expert en charge de la logistique. Elle sera déplacée avec un exposé dans ce sens. Voilà. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre intervention. Donc, effectivement, j'avais prévu de parler un peu plus en détail de ce sujet-là. Notre volonté de faire du fret ferroviaire, c'est pas une promesse en l'air. Nous, on a un objectif de faire au moins 30% de transport ferroviaire sur notre approvisionnement de biomasse. Je comprends vos réticences, vos inquiétudes, et pour être honnête, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Et c'est pour ça qu'on travaille ce sujet très tôt, en amont. On a la chance, et c'est pas non plus qu'une chance, c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé sur l'implantation du projet, d'être embranché. Ces voies, elles méritent d'être un peu rénovées, mais elles sont utilisables, et on compte bien les utiliser.
30%, c'est notre objectif. Maintenant, on travaille beaucoup, notamment avec SNCF Réseau, justement, vous les avez mentionnés. On échange très régulièrement avec eux pour non seulement se donner les moyens d'atteindre cet objectif de 30%, mais également de voir si on ne peut pas aller un peu plus loin. 30% aujourd'hui, c'est ce qui nous semble atteignable, c'est ce qui nous semble réaliste, et c'est ce qu'on est capable de vous dire qu'on va mettre en place. On le travaille au quotidien avec SNCF Réseau, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve Véronique Biojo, qui est là pour attester notre collaboration et du travail qu'on fait ensemble. C'est également SNCF Réseau qui va nous dire si oui ou non notre objectif est faisable, quelles sont les opportunités, quels sont les freins, et comment est-ce qu'on peut gérer toutes ces informations pour mener à bien ce projet de 30%. Donc voilà, on travaille régulièrement, vous inquiétez par rapport à ça, et on travaille régulièrement par rapport à ça. Je vais peut-être laisser Madame Biojo se défendre SNCF quant à la faisabilité de ce genre de projet. Alors, effectivement, nous travaillons très en amont sur le sujet pour essayer de faire rentrer les trafics, y compris avec le trafic voyageurs. Pardon, peut-être un peu plus proche. Donc voilà, le fait de travailler dès maintenant avec Élise Énergie, ça permet justement de voir quels peuvent être les points faibles, les points à renforcer. Ça permet d'intégrer, de réfléchir à comment mieux intégrer les volumes dans le trafic actuel et le développement de trafic voyageurs qui est prévu également sur la côte atlantique, mais pas seulement. Alors, dans la question de monsieur, il y avait aussi la question des sources d'approvisionnement de la biomasse. Donc, pour aller au bout, hein, je fais en sorte qu'on n'oublie rien, enfin j'essaie. On répond sur ce sujet-là aussi. Ensuite, on prend une autre question, celle de madame qui doit avoir mal au bras. Allons-y, si c'est le même thème, comme ça on fait d'une pierre deux coups et on répond sur le sujet approvisionnement de biomasse. Bonjour, je suis journaliste pour le média indépendant spécialisé en écologie, la relève et la peste. Et vous n'avez pas répondu à la question de M. Pachon sur le nombre d'hectares qui vont être coupés au cours des 5 prochaines années, sachant que vous avez parlé des vignes, qui représenteraient une source d'approvisionnement potentielle de 60 000 tonnes par an, pour l'instant. Dans les chiffres que vous avez donnés lors de précédents communiqués et dossiers de presse, vous estimez à 400 000 tonnes de bois de matière sèche par an nécessaires pour faire tourner l'usine. Est-ce que c'est encore le cas? Si oui, il va donc manquer 340 000 tonnes, autres les vignes, d'approvisionnement. Du coup, est-ce que le calcul de Victor Pachon est bon? Est-ce qu'on arrive à 14 000 hectares coupés sur les 5 premières années? Sachant que pour donner un ordre de grandeur, il y a déjà 200 000 tonnes de bois qui sont prélevées chaque année actuellement dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, si on prend 340 000 tonnes restantes, ça plus que double ce besoin en bois. Merci, et effectivement, je n'avais pas complètement répondu à la question qui regroupe celle de monsieur. Donc. Oui, parce que je ne sais pas. Voilà. Plusieurs choses. Donc, il y a une question sur les surfaces. Je reprécise le projet, je ne sais pas si on peut afficher une slide qu'on a prévue à cet effet. Le projet, c'est 300 000 tonnes sèches, enfin, pour donner le chiffre, qui n'a pas bougé. Ces 300 000 tonnes sèches, ce que l'on souhaite, c'est aller les chercher pour un tiers dans chacune des filières, déchets, milieu agricole, j'y reviendrai, et milieu forestier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de forêt, on parle de 100 000 tonnes sèches. Sur la partie hectare, il y a un point sur lequel on souhaite vraiment insister parce que pour nous c'est fondamental. Faire les choses durablement, c'est l'opposé de faire les choses avec intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on préfère aller chercher une zone de chalandise suffisamment grande, du coup compatible aussi avec le fret ferroviaire, pour avoir des prélèvements qui soient plus diffus, plutôt que de dire ah, vous inquiétez pas, on va faire de l'ultra local, et du coup on se retrouve contraint à raser les massifs. C'est une réalité. Donc on cherche un rayon d'approvisionnement qui est compatible
avec les quantités qu'on utilise. Sinon, ça ne fait aucun sens. Pour vous répondre du coup sur le Les petits nombre... oiseaux, tu penses aux petits oiseaux qui font leur nid et tout ça? Qu'est-ce que tu... Hein? Carton rouge pour toi. Tu vois? Sortir des conneries. Laisse la nature comme elle est. Donc pour reprendre, les chiffres qui vous intéressent, 100 000 tonnes sèches de biomasse forestière. C'est l'ordre de grandeur des chaufferies industrielles, des réseaux de chaleur, comme il en existe tant d'autres en France. On parle de centaines de ces objets-là. Donc c'est pas un objet atypique de ce point de vue-là. D'accord? Ce que l'on cherche à faire, c'est d'abord d'aller chercher les autres filières. Elles sont meilleures en ACV la plupart du temps, en bilan carbone. Donc elles nous intéressent de toute façon. Les chiffres nous montrent, et c'est validé par les experts et les contre-experts, qu'aujourd'hui il y a des matières, contrairement à ce qui a été dit, qui sont soit enfouies, soit incinérées, soit exportées. La filière déchets, on parle de 2 millions de tonnes qui seraient dans ce cas-là. 2 millions de tonnes. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Après on peut être d'accord, pas d'accord, et c'est ce qu'il dit. Pas de déchets. C'est des chiffres qui ont été publiés, qui vont être publiés dans les différentes études de gisement de biomasse que l'on a faites. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie pour avoir cette stratégie de diversification, parce que l'outil le permet. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Diminuer nos prélèvements. Vous parlez de potentialité forestière à droite à gauche et de diluer le prélèvement, c'est bien. Par contre, les 200 000 tonnes qui sont à l'heure actuelle prélevées dans le département, comme vous le savez, c'est principalement de la coupe rase. C'est très rare qu'on fasse de l'éclaircie pour du bois de chauffage. C'est même... Ça ne se fait pas, en fait. Pour le bois de chauffage en immense quantité, mis à part les reliquats de coupe dans les forêts publiques, c'est toujours coupe rase. C'est les grands tas de bois qu'on voit au bord des routes à droite à gauche. Du fait que pour l'instant, c'est les 45 000 tonnes de la chaufferie de Pau, plus les 200 000 tonnes du bassin industriel de Lac, plus peut-être d'autres petites unités que j'oublie, eh bien, ça passe. Mais si on rajoute 100 000 tonnes, alors bien sûr, ça ne sera pas que le département, vous souhaitez diluer le Lot-et-Garonne, Toulouse, etc. Ça fait quand même beaucoup de grosses coupes rases à droite à gauche dans le sud-ouest. D'ailleurs, la potentialité forestière, elle est déjà fournie. La forêt publique, puisque c'est ce que je connais le mieux, elle fournit déjà tout ce qu'elle peut fournir. Donc ça sera principalement de la forêt privée, ou alors vous habillez Paul, vous, pour déshabiller Jacques, en faisant faire messerie ou papeterie. Je pense à Saint-Gaudens, la grosse papeterie qui est dans le 31 ou le 60. Bref, le 31. Autre chose, Alliance Forêt-Bois, le plus gros syndicat de la forêt privée landaise, nous a demandé de les enlever des prospectus qu'on faisait de sensibilisation de tout à chacun. C'est pas pour rien, c'est qu'a priori, ils sont au moins réticents à s'associer avec vous. Peut-être parce qu'ils ont une pression de leur propre industriel qui souhaite se conserver le Grisby de la forêt landaise, sachant qu'il y a déjà un tissu industriel conséquent dans les Landes et dans la Gironde, et qui souhaite d'ailleurs s'accroître, puisque vous avez un homologue en termes d'usage énergétique et de ressources dans le sud de la Gironde, mais le nom du projet m'échappe. Donc, la forêt que vous allez cibler, c'est la petite forêt privée du 64, c'est la petite forêt privée du département et des départements voisins. Forêt qui, pour l'heure, si elle n'est pas exploitée, c'est parce qu'il n'y a pas de desserte. C'est de façon anecdotique, c'est le petit propriétaire qui parfois prend son 4x4 ou le tracteur du paysan du coin pour faire son bois de chauffage et celui de ses proches. C'est caricatural, mais c'est pourtant la réalité. Donc, ça va impliquer toute une chaîne logistique supplémentaire. Ça va être des pelleteuses, ça va être des entrepreneurs forestiers qui, à l'heure actuelle, n'existent pas. En forêt publique, c'est la croix et la bannière pour nous trouver un bûcheron. À l'heure actuelle, dans les forêts publiques, j'ai des bûcherons bulgares et j'ai des bûcherons marocains. J'ai rien ni contre les Bulgares ni contre les Marocains, mais il n'y a pas de travailleurs forestiers à l'heure actuelle. Donc tout ça, c'est un marché qui va dépendre, entre guillemets, de vous, puisque, moi, c'est pas que de vous pour l'heure, mais bon, c'est l'économie du bois qui est souffrante. Donc ces gens-là n'existent pas. S'ils se mettent à exister, eh bien, il va falloir qu'ils s'endettent. Il va falloir aussi créer des chaînes logistiques ex nihilo. Tout ça, c'est des pelleteuses. Tout ça, c'est encore plus de camions grumiers. En soi, ça, c'est pas un mal. Bref, tout ça, je ne sais pas si vous l'avez incorporé dans vos calculs. Le fait que l'économie du bois ne peut pas vous supporter. Et je dis ça sans aucune gêne envers vous. On s'est déjà parlé en off. Moi, votre projet, s'il était ciblé et vous ne versiez que la défense nationale et les autres domaines indispensables, j'aurais rien contre pour ma part. Mais ce n'est pas le cas. Votre projet, c'est l'aviation de tourisme. Enfin, c'est les usages énergétiques. Vous avez déjà eu ce discours sur le pendant philosophique. Je crois que j'ai fini d'être pertinent, madame.
cette remarque. C'est un constat qu'on partage. Aujourd'hui, c'est vraiment... Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour ce partage. Aujourd'hui, c'est un constat qu'on partage vraiment avec vous sur les enjeux de la filière, sur l'importance en fait de donner une possibilité à la filière de se développer d'une nouvelle manière, en tout cas d'une manière plus durable. On est aussi très conscient qu'il y a un enjeu global, on n'est pas le seul projet, et ça c'est quelque chose qu'on travaille de manière collective. Notamment, il y a un cluster qui est en train de se mettre en place sur le bassin de Lac pour avoir une visibilité de l'ensemble des projets et une vision prospective. Et à côté de ça, donc, il y a des groupes de travail sur la logistique, logistique et biomasse pour optimiser tout ça. Et il y a vraiment un intérêt pour nous de travailler sur la structuration des filières. Et vous l'avez dit, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'en fait, on commence dès à présent. Bonsoir à toutes. Tout le monde. Tous jeunes, sourire. Vous êtes brillants, c'est magnifique. J'ai l'impression que vous êtes peut-être parents, peut-être, non? Je m'engage peut-être sur la vie personnelle. Il y a plein de témoins aujourd'hui, donc ce serait peut-être pas mal. Est-ce que vous pourriez engager la vie de vos enfants sur votre projet, sur le fait que votre projet n'est pas écocide, n'est pas là pour détruire la future vie de vos enfants? Parce que moi je suis père, comme à mon avis beaucoup de gens ici, et j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est une question très simple, il n'y a pas de filière bois, rien du tout. J'aimerais vraiment que vous puissiez engager la vie de vos enfants sur votre projet, c'est tout. Merci. Bravo, monsieur. Et je vous dis ça, j'ai la voix qui tremble. Et on peut le comprendre, et on entend votre propos, néanmoins, comme vous l'avez tout à fait justement dit, vous déviez sur la vie personnelle, et les personnes qui sont ici, au fond, sont des hommes et des femmes engagés dans leur travail, mais qui n'ont pas à être pris à partie à titre personnel. Vous comprendrez donc qu'on entend et qu'on prend toute la mesure de votre remarque, mais il appartient après à chacun de vouloir ou pas aller sur ce terrain-là, et ces réunions ne sont pas faites pour être personnelles. Celle-ci ne fâche pas, monsieur, elle est sur un terrain qui n'est pas le bon. Est-ce qu'on peut prendre d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Alors, moi j'ai plusieurs remarques à faire. D'abord, concernant le fret ferroviaire. Alors, depuis 2006, je travaille en collaboration avec le cadre contre un projet aussi débile à peu près que celui-là, qui s'appelle le GPSO. Et on a découvert des choses intéressantes, c'est que depuis 2006, on nous explique que le fret ferroviaire, c'est la priorité absolue. Alors, il y avait 32 trains de fret qui passaient entre Dax et Morsens en 2006. Ils sont moins de 14 aujourd'hui. Toutes les lignes embranchées qui permettaient, et mon père travaillait dans la forêt, donc je l'ai vu charger des billons, des wagons de poteaux de mine, tout ça, ça marchait. Il y avait plein de petites lignes qui sont fermées actuellement. Donc quand on me dit qu'on va faire venir par le fret ferroviaire le bois qui arrive des Landes, j'ai quand même des doutes. Alors oui, parce que moi j'habite de l'autre côté de la Dour, là, dans la forêt landaise. Vous savez, cette grande forêt. Le souci, c'est que vous jouez solo là, parce qu'on a vu une enquête, pas une enquête, la même chose pour une société du côté de Fargue sur Oubise qui veut faire des OSB, donc des panneaux de particules. Et cette société va consommer autant de bois que vous. Voilà. Donc, j'ai pas vu le prélèvement, là, je ne les ai pas vus. Sachant que la forêt landaise, actuellement, elle consomme ce qu'elle produit. Et le problème, c'est qu'on sait que d'ici 2050, elle ne pourra plus fournir de quantité supplémentaire. Parce qu'il y a tout un tas d'études, de l'IGN en particulier, qui montrent que la croissance de la forêt va diminuer à cause du changement climatique. On sait également qu'il y a une étude de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable couplée avec le conseil général de l'industrie qui viennent de nous expliquer que tout ce qui est matière autre, déchets de bois, c'est déjà saturé. Je vous conseille d'aller le voir.
L'ADEME a sorti la même à peu près. Donc il n'y a plus au niveau national de capacité supplémentaire pour cette fameuse biomasse. Voilà. Merci monsieur, je vais répondre quand même Ophélie. Alors je suis content parce que déjà on a une réponse au monsieur précédent, vous venez d'attester que le transport de biomasse ou de bois par train ça marche. Donc comme quoi... on n'a pas entendu la même chose, je suis désolé. Mais... Il va refaire des travailler avec madame, s'ils sont satisfaits du service En tout cas, comme tout le reste, on ne dit pas que c'est facile, mais on maintient le fait que, techniquement c'est faisable, qu'on bosse dessus et que c'est notre ambition, parce que le rythme de consommation de l'usine et les appros qu'on vise sont compatibles. Est-ce que c'est difficile? Oui, probablement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'espère qu'on pourra continuer à ne pas être d'accord demain. Sur ce que vous avez expliqué, monsieur, il y a quelques 2-3 choses que je me permets entre guillemets de corriger. Encore une fois, l'objectif de la consommation du projet en forestier, c'est 100 000 tonnes sèches. Vous opposez des projets, c'est pas mon sujet, mais je ne pense pas qu'on soit dans les mêmes ordres de grandeur de consommation, premièrement. Deuxièmement, encore une fois, on n'a pas ciblé des massifs forestiers, on est, je vais le répéter, mais je pense qu'il y a besoin de répéter, d'abord sur les déchets, et l'ADEME que vous citez nous a identifié dans son rapport comme un des exutoires identifiés pour les gisements de classe A, classe B, c'est public, donc on est fléché sur des volumes qui nous sont, non pas dédiés, parce que ce serait trop beau, mais en tout cas on est fléché comme un consommateur. Ce que l'ADEME dit, en ce qui concerne la biomasse, les carburants synthétiques auront la même parce qu'ils auront plus de pognon. C'est ce que dit l'ADEME. C'est pas ce que je vous dis, je vous dis dans un rapport sur la filière... Monsieur, je vous dis juste que dans un rapport sur la filière bois-déchets, le projet est identifié comme un consommateur et que donc les volumes disponibles sont en partie fléchés dessus. C'est tout ce que je vous dis. Deuxième point, sur la partie forestière. Nous n'avons pas besoin d'une essence plutôt qu'une autre. Donc nous, les Landes, d'un point de vue matière, ne nous intéressent pas plus que les autres massifs. C'est pour ça qu'on est encore une fois sur ce rayon diversifié et qu'on n'a pas envie d'augmenter de la contrainte. Là où nos experts, les experts qu'on a missionnés et qu'on continue à missionner, nous disent bah non, ici on ne peut pas faire plus que tant, il faut plutôt aller là, etc. etc. Dont le sujet qui était soulevé par monsieur au fond, de dire ben oui, il y a un travail dans les filières, si on veut faire mieux, il faut aller chercher ailleurs, et c'est prendre son bâton de pèlerin. Et ça, en fait, on en est conscient. Est-ce que Aurore reprenait? Ça, on en est très conscient. Mais vous dites 200 km, désolé, 200 km à part le grand 400. massif forestier là, c'est l'entre du 400. 200 km moyen parce que c'était un biais de langage qui est attendu par beaucoup de monde, mais pour nous aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous dire le sujet du kilométrage. C'est quoi à la fin? On veut faire des molécules bas carbone, d'ailleurs ça a été dit. Donc il faudra, et ça va être démontré d'ailleurs demain par Carbone 4 qui va contrediter nos calculs, on devra montrer que tout le carbone qu'on dépense sur la chaîne nous permet quand même de faire des molécules bas carbone. Donc il y aura une limite physique, on ne pourra pas faire des kilomètres et des kilomètres. Mais nous, s'il faut aller chercher à 380 km, 128,5 km, parce que c'est sur des massifs pertinents ou des gisements de déchets pertinents, etc., c'est ça notre point en fait. On va donner la parole à monsieur qui a un micro et on va continuer à vous donner la parole. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Il y a des projets concurrents de Tourelle, à Carlin, Biochar et à Lannemezan, QR. Et ils ont les mêmes besoins que les vôtres, quasiment. On additionne et on arrive en Corée pour prendre du bois, ou au Brésil pour arriver au camp de Bayonne. Ça me semble si vous n'y avez pas pensé. Parmi les sources de biomasse, vous avez évoqué 3 tiers, dont un tiers émanerait de l'agriculture. Alors en sachant que de plus en plus dans l'agriculture, on va chercher à réutiliser les déchets par rapport au risque à terme pas forcément très lointain d'ailleurs, de manquer dans le azoté. Donc est-ce que vous pourriez préciser le contenu de ce tiers précisément? Oui, alors sur la partie filière agricole,
On est sur différents types de déchets. Aujourd'hui, on a parlé de la partie vigne, on a tout ce qui est verger aussi. On a quelques exemples, donc tout ce qui est vigne aujourd'hui qui est arraché, qui est un bois qui peut être, qui peut avoir du cuivre dedans par exemple, qui ne peut pas être traité ailleurs. Donc c'est des bois qu'on peut récupérer nous en fait dans notre process. On a aussi tout ce qui est, on voit aujourd'hui par exemple en ce moment au niveau des kiwis, on a des gros problèmes dans les kiwis, donc on est en train de faire de l'arrachage. Donc ça c'est des choses qu'on peut récupérer. Et ensuite, on a tout ce qui est ébocagère, par exemple, tout ce qui est ébocagère, entretien de ébocagère, sur lesquels en fait on peut aujourd'hui valoriser ces déchets agricoles. On ne parle pas de couper les haies, etc. On parle de leur entretien. Voilà. Et après, alors, pour préciser la réponse que tout à l'heure ça a été évoqué, on n'a pas rebondi. On ne vise pas du tout, parce que de toute façon ça ne marche pas en procédé, ni techniquement ni réglementairement, tout ce qui est alimentaire. On a vu circuler des informations, il n'y a pas de maïs dans l'usine. On soit très clair, le terme scientifique c'est lignocellulosique, donc ça ressemble de près ou de loin à du bois. Pour compléter, je vous donnerai un chiffre que nous a donné nos experts et qui a été conforté sans aucune réserve, si ce n'est peut-être d'être un peu pessimiste pour le coup, par Solagro. C'est 400 000 tonnes sèches. C'est le potentiel qui est estimé en termes de ressources issues du milieu agricole sur le périmètre de Chalandise de 400 km dont on vous parle. Est-ce qu'il y a des enjeux? Oui, de collecte, de massification, d'aller chercher des déprises agricoles, d'aller chercher des intercultures énergétiques là où c'est pertinent. Oui, il y a des enjeux, mais aujourd'hui, ces chiffres-là, ce n'est pas nous qui les avançons, ce sont nos BE, confortés par un tiers expert mandaté par la CNDP et dont nos garantes mentionnaient l'existence sur le site internet. Voilà, en 2 mots pour préciser de quoi on parle. on vous écoute, monsieur. Oui, bonsoir. Petite question sur l'impact sur l'eau douce. On sait aujourd'hui que 2/3 des précipitations sont générées par le végétal, essentiellement l'arbre. Parmi vos études que vous avez citées sur les impacts indirects du projet, est-ce que, par exemple, vous allez quantifier l'impact que peut avoir les coupes rases qu'on vous ferait sur 10 ans par rapport à ce cycle de régénération des petits cycles de l'eau qui se diffusent, la pluie sous nos latitudes vont d'ouest en est. Et il y a des scientifiques qui nous montrent aujourd'hui que si on prélève trop de masse arborée, de surface arborée sur nos territoires, le cycle ne fonctionnera plus. Et des territoires qui sont déjà en tension hydrique comme l'Hérault, donc ici on est privilégié, on le sait, et des territoires qui sont côté méditerranéen sont déjà en tension hydrique. Donc si on diminue encore, si on a un impact négatif sur ce petit cycle de l'eau douce, ça risque d'être un peu catastrophique pour eux. Est-ce que vos études prennent ça en considération? Et de même, par rapport à la capacité d'infiltration de l'eau dans les sols, quand on fait des coupes rases sur des surfaces telles que vous prévoyez de le faire, est-ce que ces études analysent ça également sur cette capacité de ramener l'eau, cette capacité que l'arbre a à infiltrer l'eau et à nourrir les nappes? Alors, 2 éléments de réponse. Il y a tout un volet études d'impact qui est attendu dans les phases du projet. Nous, ce qu'on a demandé à nos bureaux d'études, c'est de nous dire sur les différentes ressources, c'est pas vrai que sur la biomasse d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut regarder en fonction des zones, puisque là où il peut y avoir un enjeu sur l'eau, d'ailleurs vous l'avez cité dans votre question, à un autre endroit on peut avoir un enjeu plutôt de tassement des sols, par exemple. Donc nous on n'est pas arrivé en disant on veut regarder ça, on leur a dit voilà la zone qui nous intéresse, voilà les prélèvements qu'on envisage. Sylvo-éco-région par sylvo-éco-région, c'est un peu ça l'esprit. Qu'est-ce qui est un paramètre à prendre en compte, sachant que derrière, on a quand même tout le code des pratiques sylvicoles, le code forestier, qui encadre déjà un certain nombre de pratiques. Donc, après, le code oui, est imparfait, il autorise d'impact. encore la coupe rase. On peut encore faire une coupe rase sur 2 hectares sur simple demande au CRPF, il me semble. Et pour peu qu'on ait un document de gestion, on peut faire une coupe rase sur 12 hectares.
Et je vous dis ça alors que j'ai travaillé 2 ans en forêt landaise, forêt publique qui plus est. Il y a encore d'immenses conneries dans le code forestier. J'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous pensez que nous sommes le bon interlocuteur pour... Non. Par contre, ce que je peux émettre vous dire, un c'est jugement que sur ça, le vous code devez forestier. sortir de votre argumentaire parce que c'est du pipeau. C'est juste ça. Le monsieur questionne. Le monsieur nous questionne sur la prise en compte des impacts. Oui, il y aura des études sur la partie impact, y compris des privés. Oui, bonsoir. Vous avez dit dans votre exposé que vous allez reprendre le bois petit à petit, que vous allez vous éloigner de l'arbre, parce que vous savez très bien qu'un arbre, il faut 20 à 30 ans pour repousser. Donc, vous allez vous éloigner le plus. Il y a quelque chose qui me fait très peur, c'est que dans votre déroulé, vous avez marqué que le bois viendrait par le camion, par le train, et j'ai vu marquer bateau. Or, j'espère que vous savez que nous, à l'heure actuelle, nous importons du bois du Brésil en bateau. Alors, pour la décarbonation, le bateau Brésil-France, vous l'avez compté dans votre 4-5 ans? Vous l'avez compté dans vos comptes? Alors, sur ce sujet-là, 2 sujets. Quand on parle de bateau, je peux vous la citer, effectivement. Non, mais je suis très clair, il n'y a pas de problème, on est très clair. Une part d'importation, d'ailleurs, ça fait partie des évolutions qu'on souhaitait vous présenter ce soir par rapport au début du projet. On a entendu qu'effectivement, la filière forestière ne pouvait pas jouer un espèce de rôle de tampon au démarrage du projet, ça a été évoqué tout à l'heure. Il fallait accompagner la croissance de ces filières, et ça n'allait pas se faire d'un claquement de doigts. Donc aujourd'hui, on a clairement l'ambition d'aller solliciter les filières d'import. C'est pas que du bateau, c'est aussi du transfrontalier, notamment côté Espagne, dans les 3 filières, je précise. Je signale que les camions ils vont dans l'autre sens actuellement. Même ils font des coupes sauvages. Et on vous écoute. J'ai une question à vous poser, très personnelle, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous croyez vraiment à notre projet? Alors celle-là, je peux la prendre. L'équipe qui est devant vous, si vous ne croyez pas au projet, ne serait pas là. Pour vous répondre précisément sur ces flux, s'il vous plaît, la question est sur le bilan carbone. Demain, il y a une présentation dans vos comités de suivi, dont certainement sont présents, qui montre comment est-ce qu'on fait tous ces calculs-là, y compris les modes de transport, que ce soit du camion, du train et du bateau, et on a fait une approche, entre guillemets, la plus représentative à date, pour montrer que le bilan carbone restait positif. Par contre, il ne s'agit pas, effectivement, d'aller acheminer des bateaux de l'autre bout du globe dans des pratiques absolument incontrôlables, qu'on connaît tous, et qui ont fait la une de certains écrans de télé il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on va parler d'importation, on a un cadre notamment réglementaire en Europe qui est le même pour tous les États. Donc pour nous, c'est un premier périmètre, notamment l'Europe de l'Ouest, donc on va dire péninsule ibérique. Pardon ? Les bateaux viennent du Brésil. Les bateaux, ils viennent de là où vous demandez qu'ils viennent. Mais je vous invite à poser la question aux acteurs du secteur, notamment dans les épisodes de tempête, pour vérifier les flux qui sont pratiqués. En tout cas, je vous ai répondu. Il y avait d'autres questions, monsieur, je crois que vous êtes là. Je vais passer mon micro, je suis la plus proche de vous. Oui, bonsoir. Je suis Agriculture. On a une petite association qui essayons de planter des haies dans le monde agricole. Il faut savoir que voilà, quand on prend un tout petit peu de recul, s'il vous plaît, on se rend compte qu'en fait on arrache encore aujourd'hui plus de haies qu'on en plante, malgré tous nos efforts. Alors on se demande un petit peu d'où viennent tous les chiffres qui sont avancés, mais on n'y est pas encore du tout par rapport au bois agricole. Il y a une autre chose que j'aimerais mettre en avant. On a tous quelque part des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont connu le remembrement. Il faut savoir que le remembrement, c'était un traumatisme national qui était un petit peu caché par les autorités pour rendre la France une grande nation moderne qui exporte des produits agricoles. Et il se fait que pendant le remembrement, on a arraché des millions de mètres linéaires de haies, on a arraché des vergers, on a arraché des tas d'arbres qui n'ont jamais été remplacés. On pensait que c'était une avancée, quelque chose vers le monde plus moderne, et on se rend compte aujourd'hui qu'on a des énormes problèmes de diversité, biodiversité, de vie de sol, avec des énormes problèmes d'érosion, d'infiltration de l'eau dans les sols. On se rend compte qu'on a très peu de matière organique qui reste dans le sol. Voilà, des tas d'enjeux qui sont vraiment très importants. Alors j'ai une petite question, mais par rapport aux forêts
qu'on va prélever, par rapport aux haies qu'on va prélever, on sait aujourd'hui que de faire une coupe rase, c'est vraiment très très nocif pour tout ça. Ça veut dire qu'on met tout le système, toute la vie du sol, tout ça on met par terre, et il faut des années pour que ça reprenne. Bon, donc il y a tous ces enjeux qui sont là. On a parlé de beaucoup de choses, hein, et quelques points en plus. On parle 60 000 tonnes de sarments de vigne, vous avez dit. Bon, il faut savoir que dans l'état actuel des choses, les vignes, on est en train de les arracher, hein, vous l'avez dit aussi. Ça veut dire que ces 60 000 tonnes, demain, à cause du réchauffement climatique, justement, elles ne seront peut-être plus disponibles. C'est pareil si on arrache les kiwis, ou si on les arrache, c'est terminé, ils ne sont plus là. On les arrache qu'une fois. Et quand on coupe une forêt, on parle de 30 ou 40 ans pour que ça repousse. Pour bien faire, en fait, nos amis suisses sont aujourd'hui dans la forêt jardinée, et là, ils laissent des arbres 200, 250, 300 ans. On n'est pas du tout dans la même échelle de temps. Donc tout ça, ce sont quand même des choses qui sont très très inquiétantes, et j'ai l'impression qu'on ne prend pas la mesure des erreurs du passé avec le remembrement. Et aujourd'hui, on continue à accélérer dans la même direction, où on va aller puiser dans les quelques ressources agricoles qui nous restent, on va aller puiser dans les forêts, on va aller puiser dans les déchets. Alors dans vos déchets, vous avez parlé de 2 millions de tonnes de déchets de bois. C'est bien ça qu'on pourrait utiliser. C'est formidable. Mais il faut savoir que ce bois, ce n'est pas du tout un déchet, c'est une formidable richesse. C'est lui qui va rendre la vie au sol. Eh oui. J'ai beaucoup de points, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai déjà pris la parole longtemps. Mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup de vos arguments qui ne sont pas tout à fait exacts. Et alors, bon, pour les autres questions, on peut aller un petit peu trop loin. Je ne veux pas aller trop loin. Mais quand j'entends monsieur qui parle des enfants, effectivement, on arrive là dans le personnel. C'est pas l'idée. Mais quand même, la question se pose. Avec tout ce qu'on a vécu dans l'histoire, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, on le sait, on va vers le mur, on connaît les concentrations en CO2, on connaît les soucis de biodiversité, on connaît les soucis d'eau, et on sait que l'arbre fait partie des solutions. Alors pourquoi est-ce qu'on va mettre de l'arbre dans le carburant des avions, qui fait partie des problèmes ? Pour essayer de répondre à une partie de vos commentaires, aujourd'hui on ne parle pas, nous notre volonté c'est pas d'arracher les haies ou d'arracher tout ça, on est plutôt dans le côté gestion et réimplantation de la taille et de la gestion, l'entretien. Et après, alors on ne parle pas des sarments, mais de tout ce qui est taille des vignes, de renouvellement, etc. Donc après, c'est sûr que voilà, ça évolue et les cultures évoluent aussi, et on n'est pas là, en tout cas c'est pas à nous de faire évoluer ces cultures, de faire évoluer tout ça. Nous on est là pour donner un marché sur quelque chose, sur un déchet aujourd'hui qui n'est pas valorisé. Autre point, les déchets, vous parlez des déchets bois qui peuvent alimenter. Aujourd'hui tout ce qui est bois traité avec certains polluants dedans, on n'est pas sur des choses qui sont bonnes pour la terre, et ça c'est des choses qu'on peut récupérer. On va donner la parole ici. On a Ophélie. Ah, elle a été prise en otage. Oui, comme beaucoup de gens, madame. On essaie de faire dans l'ordre, mais tout le monde aura son temps. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais revenir sur votre modèle économique, en fait, parce que moi, ce que je vois, en tout cas autour de moi, depuis que ces tas de bois sont apparus, c'est qu'on est en train de tuer le métier de bûcheron. Ça veut dire que j'avais interpellé M. Rousset aux Assises de la Forêt en 2017 pour lui dire, en fait, M. Rousset, vous promotionnez l'industrialisation de la forêt avec les débardeuses, avec les coupes brutales, mécanisées. On ne parle pas forcément de coupe rase, hein. On parle de machines qui tournent autour de chaque arbre. Et une machine fait le travail de 15 bûcherons. Donc ça, c'est une réalité. Et surtout, on vide la forêt des bûcherons. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une personne dans une machine
qui toute la journée, sur des dizaines d'hectares, tourne tout seul avec son joystick. Et ce gars-là, il sort des tas de bois que on va lui acheter, c'est payé 4 € la tonne. 4 € la tonne pour des troncs d'arbres qu'on va aller brûler en masse. Alors que mon fermier qui va débiter les bûches pour mon poêle à bois va me les vendre 60 € la stère. On est à peu près à 120, ça fait à peu près à 120, 140 € la tonne. Vous voyez? Donc encore une fois, en mécanisant, en industrialisant, on va dépouiller l'ouvrier, ce qu'on a fait avec l'agriculteur. On va l'endetter pour acheter des grosses débardeuses, pour acheter des broyeuses, et ensuite, on va l'appauvrir et on va l'isoler socialement. On connaît ça dans le milieu agricole. Donc je vais venir à ma question, parce que j'ai une question. Donc ma question c'est, pour les tas de sarments, les tas de haies coupées, quel prix ça va sortir ça? Quel prix vous allez payer aux paysans là? 0 €. Ça c'est une première. Et la deuxième chose, c'est dans votre modèle actuel, dans votre logiciel informatique, quel prix à la tonne des plaquettes forestières vous avez mis? C'est ça qui m'intéresse. Parce que là aussi, on va dans le mur, c'est-à-dire que là aussi, on va vers quelque chose qui tue les filières. On est en train, vous parlez de créer des filières, mais vous tuez des filières. Donc ça, c'est pas vous directement, mais en achetant le bois à ces gens-là, à cette façon, à ces nouveaux opérateurs forestiers, vous êtes en train de participer à tuer des filières, à tuer des emplois. Et ça, c'est une réalité que j'observe directement sur les coteaux du Béarn où j'habite. Voilà. Merci pour votre question. On est très alignés en fait sur le constat, sur les modes d'exploitation. On ne s'est pas trop étendu dessus. Je sais que la discussion est un peu biaisée parce qu'il y a des phrases qui reviennent, etc. Et c'est le modèle extrêmement majoritaire du quart sud-ouest, donc c'est normal que ça revienne. Nous, encore une fois, on n'a pas les mêmes usages et on n'a pas l'intérêt à aller chercher ces pratiques-là sur le pain maritime, etc., etc. Désolé, je me répète, mais c'est vraiment important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de faire un travail de promotion dans les filières, ça passera par la promotion des pratiques sylvicoles, type le couvert continu, etc., etc. J'ai entendu parler de futé jardiné. On ne pourra probablement pas le faire partout, mais derrière notre ambition, il y a ça aussi. Et on est conscient que c'est compliqué. Pour répondre à votre conclusion, en fait, on peut voir le sujet exactement à l'envers. C'est justement, et d'ailleurs c'est comme ça que les filières forestières se sont construites en France et en Europe, c'est en envoyant des signaux de durée, des signaux de quantité et des signaux de prix compatibles avec ces pratiques que l'on pourra se donner une chance de faire évoluer ces pratiques. Donc nous, c'est plutôt ce côté-là qu'on y voit. Et on sait que c'est long, et ce sera long, mais on sait qu'on ne pourra pas le faire tout seul. C'est aussi pour ça qu'on se donne de la durée, parce que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc, on partage le constat, mais au contraire, on pense qu'un objet comme Eco, avec la visibilité qu'on pourra donner sur les quantités, les volumes, les signaux prix, une fois qu'on aura bien compris tous les mécaniques de ces filières-là, ce qui est un travail en cours, ben justement, on pourra aller adresser ce sujet. En tout cas, y contribuer. Bonjour. Isabelle Chégaud, je suis riveraine des usines de lac, du grand bassin de lac où va s'installer votre super usine, méga usine. En fait, moi je suis scandalisée personnellement par tout ce qui se passe là. Vous parlez de toucher à la forêt. En Guyane, il y a le même type d'usine, mais qui est en micro par rapport à ce que vous allez faire. C'est une toute petite usine. Ils ont déjà eu l'autorisation de toucher à la forêt primaire. Ça, c'est depuis le mois de février. Comment vous pensez possible, nous ici, avec nos petites forêts, qu'on va pouvoir subvenir aux besoins de cette gigantesque usine que vous êtes en train d'installer? Vous parlez des déchets verts, de petites entreprises, etc. Je suis là-bas sur le bassin, je peux vous dire qu'il y a des réunions régulièrement avec tous les industriels et qu'il y a plein d'usines, Céveso bien sûr, qui utilisent déjà tous ces déchets verts. D'accord?
Donc ensuite, c'est une start-up, là, une petite start-up qui porte ce projet gigantesque. Il n'y a pas d'industriel derrière, il y a un projet industriel qui n'a jamais fait ses preuves encore. Et ça va s'installer comme ça. Comme vous dites, on va étudier encore, on a des choses à étudier. Oui, il y a des gros dangers pour la population là-bas. Il y a des gros dangers pour nos forêts. Voilà, il y a autre chose aussi, c'est l'eau. La CCLO, la communauté des communes de Lac Orthez, a déjà dit cet été qu'il y allait y avoir un problème de conflit également sur l'eau. Alors il y a le problème de conflit sur la forêt qui n'est à l'heure actuelle étudié par personne ici en France au niveau global, puisque chaque petite entreprise dépose un projet bio c'est qui touche aux forêts, à tout ce qui concerne la nature. D'emblée, dès qu'on parle de ça, qu'on parle de biomasse, immédiatement on a des subventions au niveau de l'État. Donc les projets sont à foison et il n'y a personne qui étudie la globalité de l'impact de ces projets. Je suis allée à la fac de Pau où il y avait des chercheurs. Il y avait un chercheur qui était pro-Élise, pro-éco-Élise. Donc ce chercheur nous a expliqué, oui, moi je suis tout à fait favorable à ce projet. Bon, bien sûr, il y a tous les enjeux d'autonomie. Et il nous a expliqué, mais quand on a parlé de la faisabilité, de l'impact sur les forêts, il nous a dit, en fait, il faut un projet comme ça, moi je suis favorable sur toute la Nouvelle-Aquitaine, et un autre sur le Grand Est de la France. Mais aucun autre projet ne peut venir sans compromettre l'avenir de nos forêts, et notre propre avenir en même temps. Au niveau de l'eau, donc, déjà, vous voyez, chaque fois qu'il y a une sécheresse, le gave de Pau, il est tout petit. Et là, on peut le traverser avec de l'eau au genou. Et comment c'est possible, là aussi, la CCLO dit, on va étudier ça, on va voir. Mais avec les quantités gigantesques qu'il va vous falloir d'eau, ça ne sera pas possible. En plus, cette eau est rejetée à température de 28 degrés, je ne sais plus. Donc, voilà. C'est un non-sens. Je voudrais vous dire que la population des riverains est très inquiète, que toute la population ici, puisque je suis à Bayonne, on a toujours l'impression que tout est dit en catimini, tout se fait en catimini, ça c'est notre impression à nous. Quand on parle de ce projet, eh ben, les gens ne sont pas au courant. À Saint-Sevé, personne n'est au courant, enfin moi j'en parle au maximum autour de moi, les gens semblent toujours le découvrir. Voilà. Depuis le début. Le micro. On a bien compris que vous aviez intégré que la biomasse forestière n'était pas disponible. C'est un consensus national et local. Et donc, vous partez sur ces fameux déchets. Or, sur le plan technique, depuis le début, on vous demande des précisions sur le plan technique. Tous les projets qui ont essayé d'utiliser de la biomasse au niveau mondial ont tous échoué. Et en laboratoire, vous le savez très bien, seul fonctionne l'utilisation de bois et non pas de déchets. Il faut du bois de très grande qualité pour faire du biocarburant. Quand vous parlez de récupérer des pieds de vigne, des arbres, des récupérations de déchets, ça ne fonctionne pas. Il y a eu un pilote qui a été organisé pour votre projet. Ce pilote qui a été financé par l'argent public, on n'a pas pu avoir les résultats, malgré nos demandes. Les seules informations qu'on a sur ce pilote ont été données par le président de Total, qui a dit que ça ne marchait pas. Donc ça a été dit en commission d'information au Sénat. En commission d'information au Sénat. Donc aujourd'hui, sur le plan technique, votre projet est fragile et on n'a toujours pas d'informations. Donc comment voulez-vous qu'on prenne un tel risque
de toucher au patrimoine forestier alors qu'il y a autant d'incertitudes sur le plan technique. Et en tous les cas, je peux vous assurer qu'au niveau juridique, si le projet aboutit, il y aura des recours contentieux, et je peux vous assurer qu'on fera tout pour alerter les investisseurs, car mettre 2 milliards sur un projet qui est aussi fragile, pour ne pas dire pourri, ça, effectivement, on s'en occupe. Mobilisant l'agriculture, vous avez parlé de culture intersaison énergétique, ou d'interculture énergétique. Donc là, ça m'interpelle un petit peu. C'est un détail. Hein, on a tous évoqué les doutes sur la pérennité de votre projet, hein, la pérennité des ressources. Ça, c'est clair pour tout le monde. Hein. Donc, cette histoire d'interculture, j'aimerais bien avoir des précisions. Ça me rappelle des vieilles choses, comme la production de paille, comme la production de diester. Ça me rappelle des choses comme ça d'il y a 30 ou 35 ans. Donc, qu'est-ce que vous appelez des intercultures? Et en quelle quantité? Donc ce qu'on appelle les intercultures que j'ai citées tout à l'heure, culture énergétique dédiée en interculture, c'est quoi? C'est prendre une parcelle qui est dédiée à une culture X ou Y, et entre 2 cycles de culture, planter autre chose dans la limite de ce que les sols peuvent recevoir pour l'utiliser à d'autres usages, dont les usages énergétiques. Oui, et quel est le coût? Quel est le coût de ces plantations, de ces récoltes, de ces entretiens, de ces récoltes? Quel est le coût énergétique? Quel est le coût carbone? Combien faudra-t-il de gasoil pour produire ça? Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est un exemple de ressources du milieu agricole, du secteur agricole, qui a été identifié dans les opportunités. Ce n'est pas celui nécessairement qu'on va flécher de prime abord. Sur le côté de carbone, réponse que j'ai faite tout à l'heure, quelle que soit la matière que l'on envisage pour le projet et ses chaînes de transport et de transformation, en fait aujourd'hui les calculs ils tiennent compte de tout ça. Si à la fin ça ne fonctionne pas, nos molécules n'auront pas l'abattement carbone recherché, on ne pourra pas de toute façon les vendre. Donc c'est un impératif et ça fait encore une fois l'objet de la présentation qu'on aura demain à côté de Et donc c'est une usine à gaz et une bougie. C'est un petit peu comme le PR de Flamanville, si j'ai bien compris. Merci. Exactement. Madame, on vous donne le micro, on vous écoute. Et après, on repassera sur des questions masculines parce que j'ai des mains qui se lèvent depuis un bon moment quand même. Allez-y, madame. J'habite dans le secteur de Mourex, au pied de l'Arc, et j'ai assisté au mois de novembre à la présentation des risques d'hydrogène, de production et de stockage d'hydrogène au pied des maisons des villages là-bas. Vous n'aviez pas choisi le modèle d'électrolyseur. Vous parliez tout à l'heure que ça faisait 100 ans que l'électrolyse était connue. Pourquoi au jour d'aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui vous l'avez choisi. Quel est votre modèle d'électrolyseur, en sachant que celui qui existe en Chine, hein, qui est 2 fois plus petit, a de gros problèmes de fonctionnement. Ah, attendez, j'ai quelqu'un au téléphone. Au chômage? D'accord. C'est la nature qui me dit qu'est-ce qu'elle va faire de tous les micro-organismes, de tous les champignons, de toute la chaîne du sol qui participent à la vie. Et voilà, on veut toujours aller plus vite, c'est pas possible. La nature, elle travaille à la même vitesse. Et si on décroche avec tous les exemples qu'on a autour de nous, c'est parce qu'on veut aller toujours plus vite et c'est plus possible. Un élément de réponse, Diane, sur la question par rapport à la référence à l'électrolyseur en Chine. Donc, 2 éléments en fait. C'est un électrolyseur de forte puissance, je vous l'accorde. Pour les éléments de compréhension, je prends une analogie qui vaut ce qu'elle vaut. Dans une voiture électrique, quand vous avez une batterie, c'est 6000 cellules à l'intérieur, entre 3 et 6000. Un électrolyseur, sans minimiser la complexité de l'objet industriel, c'est pareil. C'est un empilement d'électrolyseurs de plus petite puissance. Que ce soit celui en Chine, ceux qui étaient faits à l'époque
Plutôt, il faut fabriquer de l'ammoniac, etc. Dans d'autres pays, notamment. Il y a des 300 MW en Norvège, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, voilà, c'est la réalité physique de l'objet. C'est une somme de plus petits objets, parce que c'est important pour la compréhension. L'électrolyseur chinois, la problématique qu'il a, c'est qu'ils veulent faire la démonstration du fonctionnement de l'électrolyse quand on branche directement sur des panneaux solaires et sur des éoliennes qui sont intermittentes. Et c'est l'intermittence de l'électricité qui fait qu'ils ont des difficultés de fonctionnement. Nous, on n'est pas dans ce cas-là, puisque le projet est raccordé sur le poste électrique de proximité, donc sur le réseau électrique qui, par définition, fournit en continu. Donc simplement pour un élément de contexte sur l'analyse du sujet électrolyse. On a un monsieur qui veut réintervenir, et ensuite madame et madame vont s'avancer tout doucement. Oui, j'aimerais revenir sur la partie qu'a évoquée Sylvain, qui est, d'ailleurs c'est tout à votre honneur de ne pas vouloir aller vers la phrase de Bois Énergie. Une stère de bois, c'est peu ou prou 500 kg, une stère à mètre cube. Donc ça implique que c'est l'équivalent de payer le bûcheron 2 € le mètre cube abattu. Une machine forestière, ça coûte, allez, même si vous l'achetez d'occasion, aux alentours des 100 000 balles. Donc, vous ne voulez pas... Oui, bon, c'est des calculs pour avancer. Donc, vous ne voulez pas être un projet industriel qui favorise ce genre de pratiques délétères, et c'est tout à votre honneur. Moi, je vais vous donner les chiffres de la forêt publique du 64 en tant que garde forestier syndiqué. Donc, dans de la forêt où on fait des coupes d'éclaircies et parfois de la régénération naturelle après coupe rase avec des semenciers, ce qui visuellement peut choquer la personne extérieure s'il ne prête pas attention aux semis et aux arbres habitats, on se retrouve avec un... Enfin bref, là c'est du détail technique, je me perds. Toujours est-il que dans ces coupes-là, on est peu ou prou à 40% de bois d'œuvre et 60% de bois industriel / bois de chauffage. Ça, là, je vous parle des chiffres d'une coupe de chêne rouge que j'ai martelé chez mes collègues dans le bois de mix. Moi qui travaille en zone montagne, c'est compliqué déjà puisque les contraintes techniques sont plus fortes et on est à 35 € le mètre cube pour sortir du bois de la forêt. Alors qu'à l'heure actuelle, vu la faible valeur du bois d'œuvre, c'est très compliqué pour un bûcheron de se rémunérer. Donc, moi, les chiffres que je peux vous communiquer, ça s'était vendu à 18 € le mètre cube de bois abattu pour une coupe de 300 mètres cubes chez moi en zone montagne. Je travaille dans les contreforts d'Irati. Mon collègue bois de mix. La coupe au bois de mix, c'était 35 € le mètre cube. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a 40% de bois d'œuvre qui va connaître une belle valorisation chez un scieur, qu'il soit espagnol ou français, en tout cas, ça sera valorisé bois d'œuvre. Donc, il reste 60% pour un éventuel usage de vous ou un de vos concurrents. Est-ce que, vraiment, dans vos calculs financiers, vous aurez les reins assez solides pour acheter du bois de chauffage, enfin du bois de qualité chauffage, à tel ou tel travailleur forestier, puisqu'on est bien loin, bien au-dessus des 2 € le mètre cube que permet, qui est à l'heure actuelle permis, mais qui est une catastrophe d'un point de vue environnemental, comme tout scientifique sérieux vous le dira, et qui plus est, contribue à précariser le métier de bûcheron avec cette situation où on a des bûcherons marocains ou bulgares, ou alors des bûcherons, entre guillemets, bien de chez nous, mais qui se tapent des 16 heures par jour pour pouvoir espérer rembourser leur crédit. Voilà pour ma partie. Merci, monsieur. Non, pour répondre rapidement, du coup, vous posez une question. Mais qui se tapent des 16 heures par jour pour pouvoir espérer rembourser leur crédit. Voilà pour ma partie. Merci, monsieur. Non, pour répondre rapidement, du coup, vous posez une question extrêmement précise sur un massif des conditions d'exploitation, etc., etc. Je vais vous répondre par l'étude pour qualifier le gisement, puisqu'on est encore une fois sur la partie forêt. Aujourd'hui, les études que l'on a fait faire ont pris en compte certains indicateurs d'accessibilité, de coût de mobilisation, qui est, si j'ai bien compris le sens de votre propos, et c'est avec une première prise en compte de ces paramètres-là, où en gros on est exclu des zones, forcément, où on arrive en de grandeur à 800 000 tonnes sèches sur la zone de chalandise, sur un besoin de 100 000 tonnes. Donc c'est là où on met en regard la consommation de la disponibilité. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire pour affiner ça, être en capacité de vous répondre sur les zones précises, etc., etc. Oui, c'est une certitude, mais sachez que c'est déjà des critères qui ont été pris une première fois en compte pour évaluer la disponibilité de la ressource. Pour rebondir... J'ai pas de questions à poser, mais j'écoute le débat depuis le début, et l'image qui me vient, c'est que votre projet, c'est une sphère, que vous vous heurtez à la réalité qui est un carré, un cube en fait, et que par tous les moyens, vous essayez de faire entrer le cube dans votre sphère. On va revenir à des choses vastement pratiques.
Vous êtes une PME. On va revenir à des choses vastement pratiques. Vous êtes une PME. Vous allez gérer un projet qui va faire entre 1 et 2 milliards déjà à l'entrée. Coefficient pi, on ne sait pas, 3, peut-être 5-6 milliards à la fin, quand tout sera fini, s'il fonctionne. Quelle est la part de subvention publique que vous attendez? Alors sur les subventions publiques, donc déjà je peux vous dire ce qu'on a eu, puisque les premières phases du projet ont été soutenues par l'ADEME, sur un appel à projet qui s'appelle Carbaero. On a eu très exactement 7,9 millions d'aides, dont 3,3 millions d'avances remboursables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous a fait un prêt, il a fallu le rembourser. Il faut le rembourser. 4,5 millions d'aides sur les premières phases d'études. Le projet, son enjeu, c'est pour ça que je mentionnais le financement de l'entreprise sur ces phases de développement. Ce qui est compliqué, c'est de payer les études. Pour vous répondre sur les aspects techniques, les aspects risques, ça coûte beaucoup d'argent avant même d'avoir commencé à construire. Donc c'est ça notre enjeu. C'est là où on espère avoir encore un peu de soutien. C'est beaucoup moins le sujet sur la phase d'investissement. Et en fait, quand on fait la somme de combien le projet coûtera, donc ECO c'est 2 milliards, l'enveloppe d'investissement, un peu plus avec les montants de développement. Globalement, si on arrive à avoir 1-2% d'aide au global qui auront essentiellement servi à payer les études, comme je viens de vous les présenter, ben ce sera déjà très bien. C'est ça les hommes de vendeur. Donc il n'est pas fiable. Bah, je sais pas, vous connaissez le modèle économique? C'est pas possible. Oui. Ça vous Est-ce qu'on a d'autres questions à poser? Oui, madame. Sur la partie biomasse qui a été auditionnée, madame, avec la veste verte, vous avez donné ça comme réponse, mais qui c'est qui a auditionné la partie biomasse? Je n'ai pas compris. C'est Solabo ou c'est d'autres personnes? Si, je parlais des cellules biomasse, c'est ça? Oui. En fait, les cellules biomasse, c'est une entité rattachée au préfet de région qui auditionne en fait tous les programmes liés à la biomasse et qui émettent un avis en fait à chaque fois qu'il y a une demande d'autorisation quand il y a un dépôt d'autorisation d'exploiter. Voilà. Et ça, c'est accessible quelque part ou pas du tout? Alors, c'est je pense dans les organisations liées aux préfectures de région. Ok. Et sur la question de Monsieur Devant qui demandait pourquoi vous n'avez pas rendu public le pilote qui a été financé, dont le Patrick Pouyanné, Total Energy, a fait mention au Sénat en disant que c'était pas viable. Est-ce que vous prévoyez de le rendre public? Alors pour le coup, ce rapport ne nous appartient pas, puisque c'est le consortium technique qui a développé, qui en a la propriété intellectuelle. Je ne veux pas parler à leur place, je pense qu'il y a un sujet de confidentialité et de secret industriel, tout simplement. Tout simplement. Le consortium technique de Élise ou de quel Non, pas du consortium tout, technique? non. Donc on reprend. Le démonstrateur industriel entre 2010 et 2020, c'est Axence, IFP, le CEA, ThyssenKrupp et le groupe Avril, et Total, effectivement. Qui se sont mis ensemble pour financer, construire et tester pendant 10 ans la technologie avec une partie du site sur Venette et une partie du site sur Dunkerque. Et ce consortium a la propriété intellectuelle industrielle, donc en fait le procédé, le plan Ikea, si vous voulez, il leur appartient. Si vous voulez y avoir accès, ben, vous devez payer quelque chose, ça s'appelle une licence. En contrepartie, vous avez des garanties, c'est-à-dire que ces personnes-là devront garantir que ça fonctionne ou payer des pénalités. Enfin, c'est l'esprit de ces contrats de licence. Donc toute la partie propriété technique est dans ce consortium-là. Mais du coup, les conclusions, c'est que ça marche pas. Il a dit le PDG de Total. Le PDG de Total, à l'audition au Sénat, il n'a pas dit ça. Le PDG de Total, il a dit les biocarburants à partir de biomasse néocellulosique, en France, je paraphrase un peu, mais en gros, c'est compliqué. Le PDG de Total, il faut se mettre à sa place. Son terrain de jeu, c'est quoi? C'est le monde entier. Probablement, mais je ne vais pas parler pour M. Pouyanné. Son terrain de jeu, c'est le monde entier. Son terrain de jeu, c'est ses raffineries, où, pour transformer ces raffineries, son premier enjeu, c'est pas de les détruire et de faire des usines comme nous on fait, c'est de faire venir des huiles, de faire venir de l'hydrogène et de commencer à convertir ces raffineries. Donc globalement, dans sa feuille de route, il n'y est pas encore sur ces sujets-là. Et comme toute nouvelle filière émergente, quel que soit le sujet, que ce soit des carburants ou toute autre chose, c'est souvent des petites boîtes
qui sont à l'initiative parce qu'elles ont une capacité à prendre des risques. C'est pour ça qu'on tient à notre indépendance en termes de gouvernance, pour montrer que ça marche, pour démarrer les premiers objets, démarrer la filière, et ensuite, ces boîtes on va dire de premier plan rentrent, j'allais dire un anglicisme, mais rentrent dans le jeu. Donc voilà, c'est ça sa position, qui a d'ailleurs un peu changé depuis, si vous avez bien suivi. Et alors, quand on prend votre tableau là sur la stratégie d'approvisionnement, on voit qu'il y a quand même une constitution des stocks et montée en charge à année -2, année -1 avant le lancement de l'usine. Là, on en est à quelle année? Parce que vous prévoyez de faire 110 000 tonnes de biocarburant d'ici 2027, un début de construction en 2025. Est-ce qu'on est toujours sur ce calendrier-là? Et comme on entend dans la salle, il y a quand même une grande opposition locale de la population au projet. Donc, est-ce que le débat public et la concertation auquel on est en train d'assister vont influer sur la marche du projet? Ou est-ce que de toute façon, c'est lancé et là, ce qui vous bloque, ce sont plutôt les financements? Alors, pour le calendrier, je vais répondre. Aujourd'hui, on n'a pas encore déposé le DDAE. Il va être déposé à l'autre. DDAE, pardon. La demande d'autorisation d'exploiter, la demande environnementale, elle sera déposée à l'automne 2025. Donc il n'y a rien qui est joué dans tous les cas pour nous, puisqu'il y a une enquête publique, on en a entendu parler tout à l'heure. Voilà, donc ça nous fait une construction qui démarrera aux alentours de 2027. Voilà. Merci. Merci, bonsoir. Ma voix sera peut-être un peu tremblante, je suis extrêmement choqué de votre projet. Et je m'indigne. Et vous ferez bien d'en faire autant. Le GIEC, vous le mentionnez en introduction. Et c'est bien, mais il faut écouter tout de ce qu'il dit le GIEC. Et le GIEC, il parle de sobriété. Et quand on sait qu'on est à la 6e extinction de masse, quand on sait que les énergies ne se substituent pas, mais qu'elles se cumulent, comment vous pouvez, vous, dignement, défendre ce projet? Je parle en tant qu'individu, et là, évidemment, je n'aurai pas de réponse, mais je vous mets face à vos responsabilités. Responsabilités, d'ailleurs, j'en profite pour vous, parce que vous ne semblez pas le savoir. Vous devez connaître la Constitution française, article 2 de la Charte de l'environnement, que j'aime répéter. Je peux vous le citer rapidement, si vous me donnez un instant. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Est-ce que vous avez l'impression de remplir votre devoir? Désolé, je tremble, je suis révolté. Je suis révolté de ce que vous osez amener ici. Vraiment, je suis révolté. Le bois que vous visez, comme le disait très justement un collègue là-bas, c'est un des piliers, un des derniers piliers qu'on a, et surtout le pilier le plus puissant pour tout réguler. Pour tout réguler. Et vous osez vous attaquer à ce pilier. Est-ce que, cette question peut-être vous pourrez répondre, est-ce que vous savez seulement ce que c'est un arbre? À quoi ça sert? Donc, est-ce que vous êtes inconscient ou irresponsable? On a la réponse ici si vous ne l'avez pas. Vous participez avec ce projet à déculpabiliser les gens de prendre l'avion avec un carburant qui n'a de verre que votre marketing. Votre projet participe à nous mener dans le mur, donc c'est non. Partout, vous aurez en travers de votre chemin des grimpeurs, des grimpeuses, des habitants, des habitantes qui se lieront pour faire respecter le droit de vivre dignement. Alors je vous l'ai dit, comme tout le monde vous le dit, si vous ne l'entendez pas, c'est non. Je vous remets un carton rouge à remettre à vos responsables. On avait une autre question au premier rang. Ah non, pardon, vous avez monsieur. Alors, monsieur, vous écoute.
Oui, tout à l'heure, on a parlé en off, et on parlait de l'électrolyseur en Chine, justement. Et donc vous m'avez dit que s'il ne marchait pas, c'est parce que vous avez rajouté la torréfication, et qu'apparemment vous branchez sur du nucléaire. Pourquoi vous dites tout simplement pas à la Chine de faire ça, si vous avez l'invention, et qu'ils ne le ont pas, si vous voulez faire l'écologie? Et combien d'entre vous aussi vient là bénévolement? Si l'écologie ça vous porte, vous n'avez même pas besoin d'argent pour faire tout ça. Mais je veux bien une réponse pour l'écologiseur. Pourquoi vous n'allez pas directement faire l'écologie là-bas? Alors, je vais essayer de répondre sur le sujet de l'électrolyseur. On n'a pas parlé de la torréfaction pour l'électrolyseur, ça n'a absolument rien à voir. La torréfaction, c'est pour transformer la biomasse. Oui, mais bon, du coup, elle va dans l'électrolyseur. Et c'est pour ça qu'ils utilisent plus d'un tiers de forêt primaire, enfin de forêt. Alors, je ne sais pas quel est le sens de votre question. À la question pourquoi est-ce que l'électrolyseur, dont tout le monde fait mention en Chine, ne fonctionne pas, c'est en réseau de l'électricité qui arrive, qui n'arrive pas, qui arrive, qui n'arrive pas, parce qu'il est connecté directement à des sources qu'on appelle intermittentes. Et ça, ils ont du mal à le faire fonctionner dans ces conditions. Tout ce que j'ai dit. En torréfication. Enfin, j'enregistre la discussion, Pierre. On va vous donner la parole à madame qui est ici au premier rang et monsieur qui est à côté pourra enchaîner. Enfin, presque. Bonsoir. J'ai juste une petite réflexion. Quand vous avez commencé en disant que vous alliez trouver une solution pour continuer à faire voler les avions, j'ai su que vous alliez passer un moment compliqué. Et la deuxième chose, juste un proverbe amérindien qui dit, si je me souviens bien, à peu de choses près, quand ils auront coupé le dernier arbre, bu le dernier verre d'eau pure, ils se rendront compte que l'argent ne se mange pas. Il y a un autre sujet de technicité. Ma question c'était qui êtes-vous, Élise? On n'a pas vu de schéma montrant votre organisation. Vous avez parlé du consortium tout à l'heure. Alors, je suppose que vous n'avez pas de schéma illustrant votre propre organisation. Parce que vous êtes une start-up. Vous le faire avec les mains. Donc, une start-up, je ne sais pas non plus, parce que je n'ai jamais étudié l'anglais. Je ne sais pas non plus ce que c'est, ce que ça représente. Je suis assez agréablement surpris de savoir qu'une start-up, ça peut prendre 9 millions d'euros comme ça de l'ADEME. Et d'ailleurs, qui c'est qui prend les millions? C'est le consortium ou c'est Élise? Alors, ça, c'est ma deuxième question. Donc, première question, qui est Élise? Deuxième question, qui prend l'argent de l'ADEME? Est-ce que c'est Élise ou le consortium, ou est-ce que vous le partagez? La troisième question, c'est, vous avez recruté combien de personnes avec ces millions? Alors, j'ai commencé par la fin. Donc, Élise a été créée en 2020 par 2 associés fondateurs qui se sont élargis depuis, j'y reviendrai. Donc, on va dire que ça commence à 2 pour faire simple. Aujourd'hui, on est 80. Voilà, pour répondre à votre question. Donc 12 sur Artix, comme je disais tout à l'heure. Sur la structuration, PME industrielle française, on a essentiellement au capital des personnes privées, c'est pas des personnes morales d'autres entreprises, etc. Notamment 2 ex-Ténergie, qui est une société qui a développé des projets photovoltaïques, développé et opéré des projets photovoltaïques en France. Une société qui s'appelle Volvé, qui a elle aussi opéré dès les débuts, justement au moment où il y avait ces enjeux de création de filières, elle aussi dans le PV, mais également dans l'éolien et dans la méthanisation. Les associés ont eu donc des succès dans ces vies passées. Ça leur a permis d'apporter des fonds pour créer Élise et nous permettre justement d'être indépendants, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'aller chercher de l'argent tout de suite et de perdre le contrôle quelque part de la société pour mener nos projets. On a été rejoint depuis, notamment dans la dernière levée dont je vous parlais, par ce qu'on appelle des fonds d'infrastructure essentiellement. Donc on peut citer les partenaires entre guillemets historiques, I24, qui est un fonds spécialisé notamment dans la décarbonation autour du secteur hydrogène, Mirova. On peut citer BPI, donc Banque privée d'investissement,
et PGGM, qui est un fonds d'investissement également, qui nous ont accompagnés pour 2 d'entre eux l'an dernier, qui ont maintenu leur accompagnement cette année dans ces phases d'études. Après des phases, ça je tenais aussi à vous le dire, grande partie des questions que vous posez sur la durabilité, est-ce que c'est vraiment bas carbone, etc., c'est les premières questions qu'on nous pose, et ils missionnent des hordes d'experts pour tout détricoter et vérifier qu'on est bien en capacité de faire ce qu'on dit. On n'a pas toutes les réponses tout de suite, mais à chaque tour, entre guillemets, ça se durcit un petit peu plus pour vérifier que tout ça a bien de la matière derrière. Ah oui, pardonnez-moi. Donc les subventions de l'ADEME sont là pour financer une partie du projet éco, qui est donc le projet Biotijet, la partie kérosène, et ça a été fait. Donc c'est la société de projet qui est financée pour payer ses études de faisabilité. C'est Élise, avec certains des partenaires que j'ai cités, donc Axence, IFPEN, Avril, et pour une part extrêmement minoritaire, Bionex, qui est le consortium initial qui porte la technologie. J'aimerais rappeler un point sur votre analyse de prélèvement. Le destinataire, donc la société de projet. C'est-à-dire l'ensemble. Alors, on a d'autres mains qui se sont levées. Il y a monsieur qui veut faire une nouvelle et après monsieur ici. Monsieur Boyer, c'est bien ça votre... Oyer. Oyer, je vous en veux pas. Monsieur Maillet. Oyer. Ok, monsieur Oyer, c'est facile. Merci. Alors, vous avez évoqué les 800 000 tonnes sèches. J'aimerais rappeler que toutes ces projections se font, c'est mes homologues du privé ou du public, mais c'est surtout les travaux de l'IGN, qui sont de l'extrapolation de cartes orthographiques, des vues aériennes, et on se fout exactement de la nature du sol. C'est de la forêt si c'est vert. Enfin, c'est dit grossièrement, mais c'est souvent ça. Qu'en dessous, ça soit une zone marécageuse où il est impossible de foutre un travailleur, ou alors un vallon que le machin fasse 1 mètre de large, c'est considéré comme de la forêt selon l'IGN. Et quand on additionne tout ça, on se retrouve avec des zones, potentiellement on peut sortir du bois. Mais la nature du sol pour la création éventuelle d'une piste, la nature du terrain qui te permet ou non d'y envoyer un gars, ça n'est pas comptabilisé. Alors je suppose que votre analyse de 800 000 tonnes sèches, vous l'avez fait sur les 300 km de votre rayon d'approvisionnement éventuel. Je vous rappelle aussi que ces 800 000 tonnes sèches, elles sont pour l'instant conditionnées avec des méthodes forestières qui ne sont pas écologiquement viables. Vous avez fait un signalement de vertu, et je vous trouve très bien de vouloir faire que du bois issu d'éclaircies, c'est-à-dire sylviculture en couvert continu, comme ce qu'on défend majoritairement au SNUFEN, le syndicat des forestiers. Mais il y a pour l'heure le souci que la loi permet la coupe rase. Et un grand nombre des bois que vous pourriez récolter nécessite, pour être économiquement rentable, de créer une petite piste à l'appel et de prendre tout ce qui est possible. Sinon, le travailleur, il perd des sous. Ou alors, vous mettez des fortunes pour l'approvisionnement en bois. Je sais bien qu'on parle de 2 milliards, donc vous aurez peut-être des reins solides, cela dépend à quel point vous les vendrez aux compagnies d'aviation. Vous allez y laisser des plumes, en fait. Ou alors, la personne derrière vous, il laissera des plumes. Sans compter que les 800 000 tonnes sèches sont vraisemblablement fausses et sont une surévaluation, comme le disent d'ailleurs les statisticiens de l'IGN. Je peux rapidement compléter, mais on voit bien le fond de la question sur les pratiques sylvicoles, mais juste sur la ressource. Encore une fois, on a eu quelque chose qui nous semble intéressant, c'est une espèce de débat d'experts, c'est-à-dire qu'il y a eu les BE qu'on a missionnés, et il y a eu une contre-expertise. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la méthode, mais ils arrivent globalement à la même estimation. Et justement, nos BE ont une approche plutôt moyenne, on va le dire comme ça, moyenner justement les taux de prélèvement, qui intègrent donc les différentes pratiques sylvicoles. Ils arrivent à un chiffre, 827 000 tonnes pour être très précis. Et l'autre BE a une approche beaucoup plus précise, et après il fait une somme. Donc au cas par cas, il n'est pas forcément d'accord, mais au global, on arrive au même chiffre. Ça montre quoi? Ça montre qu'on a besoin de regarder au global, il faut être sur une zone qui permet de le faire, sinon ça n'a pas de sens. Et après, il faut aller au détail. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une partie de tout ce qui est complexité de mobilisation, d'accessibilité aux massifs, de desserte, etc., qui a déjà été prise en compte. Et pour le reste, ça relève aussi de l'impact. Mais monsieur, j'étais présent à cette réunion en comité restreint à Orthès, enfin à Lac, et il y avait peu de monde, enfin les experts que vous avez mentionnés, c'était oui, peut-être, mais il faut voir avec une grande prudence. Concrètement, c'est ce qui en sortait. D'ailleurs, j'ai parlé avec le mec que vous aviez missionné, là, mon homologue de Dordogne. Lui, il en sortait qu'il était également plutôt, je ne sais pas, faut voir. C'est quand même très mince pour lancer un projet dont l'enveloppe c'est 2 milliards.
Alors je sais bien, vous êtes à l'avant-projet, mais si vous voulez mettre le coup de pioche en 2027, franchement, vous avez du retard. Vous auriez dû commencer au moins 6 ou 7 ans en avance. Il y a du boulot, on peut être d'accord là-dessus. Oui, je compatis que vous soyez au centre de nos crispations, parce que pour beaucoup ici, l'écologie, c'est quand même une question de survie, donc j'espère que vous puissiez comprendre pourquoi la personne posait la question sur vos enfants, mais c'est vrai que c'est le fond du fond, en fait. Et vous êtes arrivé en vous présentant comme étant la solution, et moi, j'ai pas tellement d'avis, c'est très difficile de savoir si vous êtes la solution ou si vous êtes le problème qui se déguise en solution. Et par exemple, quand vous... Non, c'est pas par volonté de faire du slogan, mais quand vous dites que vous sortirez des molécules bas carbone, très bien, mais qu'est-ce qui nous garantit que ces molécules, aussi bas carbone soient-elles, ne viendront pas s'empiler sur des molécules très carbonées? Autrement dit, qu'est-ce qui nous garantit que vous avez une articulation avec la sobriété dont vous parliez au tout début? Et voilà, en fait, quelles sont les garanties que effectivement chaque kilowattheure qui sort de chez vous, ça sera 1 ou 2 kilowattheures d'énergie fossile en moins? Et ces kilowattheures aussi, il faudrait savoir s'ils vont dans les avions, ça veut dire qu'ils n'iront pas dans les écosystèmes pour alimenter l'énergie des machines vivantes, enfin des êtres vivants. Donc voilà, ces deux aspects-là. Quelle est l'articulation entre vos molécules bas carbone et la sobriété? Alors, pour reprendre, j'espère qu'on s'est bien exprimé, c'est les deux sujets en même temps, sobriété et des pistes de solutions, en tout cas des morceaux de solutions. Votre point, il est en partie traité, peut-être de manière insuffisante, par les réglementations qui imposent ce qu'on appelle des mandats d'incorporation. Les mandats, ils ont le mérite d'être en pourcentage. Donc, quelque part, il y a une forme d'incitation, puisque plus vous consommez, plus vous devez incorporer de molécules, et c'est un peu la course à l'échalote. Et pourquoi, que ce soit les compagnies maritimes, que ce soit le monde de l'industrie ou le monde de l'aéronautique, prend des positions très tôt, parfois même dans certains projets à l'étranger, quand il y a juste un embryon de projet, c'est parce qu'ils sont plutôt dans une situation où ils se disent « oulala, comment on va faire ?» Donc c'est l'articulation dans la loi, quelque part, comment est-ce qu'on oblige ces secteurs-là à se décarboner, qui est une partie de la solution. Bien évidemment, côté projet, c'est un petit peu en dehors de notre scope, mais en tout cas ça s'inscrit dans ce même champ de contraintes, on va dire ça comme ça, réglementaire. Est-ce qu'on a d'autres mains qui se lèvent? Oui, monsieur. J'ai perdu ma collègue de vue. Peut-être, excusez-moi, juste pour compléter, pour être un tout petit peu plus précis. Vas-y. En tout cas, sur la partie aéronautique, il y a quand même un schéma qui est extrêmement coercitif, c'est-à-dire que 1, c'est en pourcentage. Plus vous consommez, plus vous devez en mettre. Et 2, c'est, je ne vais pas trop les termes, excusez-moi, c'est... bon, je vais faire avec les mots. Si vous n'avez pas tenu votre engagement une année, c'est non libératoire, ça y est. Si vous ne l'avez pas tenu une année, l'année prochaine, vous devez votre mandat d'incorporation de l'année, plus ce que vous n'avez pas fait. Donc ça s'accumule. Donc ça, c'est quand même, et avec des coûts extrêmement importants. Donc le côté réglementaire de la contrainte est quand même très fort sur ce secteur-là. Alors on a monsieur qui a le micro pas loin de lui. On va vous redonner la parole, madame, c'est noté. Monsieur, on vous écoute. Dominique Benès-Marraine. Une question concernant la logistique. On a parlé des nécessités de transporter des masses de bois considérables sur les deux sens, la zone de chalandise, comme vous la nommez. 30% sont dédiés au train, qui a des difficultés propres, et donc vous avez souligné. Qu'en est-il des 70% qui restent, c'est-à-dire du transport routier, qu'on va retrouver quasi sur la totalité du territoire? Et donc, est-ce que ces consommations, donc, mis à part plus les nuisances générées par ces transports routiers, est-ce que vous avez comptabilisé ça dans le bilan carbone, ou allez-vous comptabiliser cette énergie dépensée dans le bilan carbone? Et une petite question, H2O, c'est Air Liquide, point d'interrogation. La société H2O, c'est pas Air Liquide qui est derrière? Je ne sais pas de quelle société vous parlez, pardon. La société qui fait partie de Tour de Table. I24. Ah, I24 non, c'est un groupement d'investissement. Je peux citer, je ne les connais pas par cœur, excusez-moi, mais je peux citer Vinci qui est dedans. C'est un fonds d'investissement. Airbus? Je ne les connais pas par cœur, pardonnez-moi. Excusez-moi, je pense que c'est quand même pour aller dans le sens de ce que disait monsieur, dans le tour de table, effectivement, vous avez des financeurs. Ces financeurs appartiennent à plusieurs secteurs d'activité, dont certains
ont des objectifs d'évolution industrielle. Donc c'est pas étonnant, je vous pose vraiment la question de toute sincérité, ça serait naturel et normal de connaître dans ce premier tour de table quels sont les partenaires financiers qui ont des intérêts spécifiques dans leur évolution de secteur industriel propre. Air Liquide est un des premiers acteurs sur ce domaine. Il ne serait pas étonnant de le retrouver effectivement autour de table. Et Airbus, ça ne serait pas non plus étonnant, puisqu'on le retrouve sur d'autres secteurs innovants. Donc, comme on parle d'avion, il ne vous est pas étonné qu'en Aquitaine, l'avionique a une part considérable et certains acteurs, y compris politiques, ont des intérêts spécifiques liés au développement, au maintien du développement du transport aérien. Donc, il y a cette partie-là, donc ça c'est pour nos amis médiatrices. Là-dessus, pour vous répondre, qu'on ait nommément les partenaires financiers, et la deuxième, transport logistique, 70% des camions en plus, bilan carbone, Ok, donc 2 points. Alors, je ne peux pas vous donner l'information en séance, pardonnez-moi, ma mémoire me fait défaut. L'information est publique. Vous tapez R24 sur Internet, vous avez toutes les informations. Le point, donc c'est la même question que tout à l'heure. Est-ce que tous les flux sont pris en compte pour le bilan carbone de ce qu'on fait et de nos molécules? La réponse est oui. On a d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres remarques, commentaires, questions que vous avez partagées? On est arrivé au terme des questions à on va effectivement ajouter, vous dire que le compte rendu sera prochainement disponible. Le site internet c'est www.e-co-concertation.fr. Vous y retrouverez le compte rendu ainsi que la projection, même si on n'a pas pu faire la présentation des exemples qui vous seront mis à disposition. Merci à toutes et à tous. À bientôt.